Bonjour à toutes et bonjour à tous. Heureux de vous accueillir dans ce webinaire sur la RE 2020, qui est organisé par l'AICEF Île-de-France. À l'issue de ce webinaire, vous serez en mesure, au moins, je le pense, d'aborder sereinement les études réglementaires dans la construction neuve en 2022 de vos bâtiments résidentiels. Je vous rappelle en fait les usages pour échanger avec nous sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. À chaque étape, en fait, on s'arrêtera et on prendra un certain nombre de vos questions sur le chat. Pour les inquiets et les preneurs de notes invétérés, je vous rassure également, les supports seront disponibles assez rapidement sur le site icvf.org. La disponibilité en fait de ces supports, bien sûr, sont assujettis quelque part à une adhésion à ICVF, donc je vous invite aussi à adhérer, sachant que nous sommes une association aujourd'hui qui a plus de 110 ans d'existence, avec un peu plus de 2000 membres en France et 300 en Île-de-France. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. La mission de l'AICVF aujourd'hui s'organise autour de 4 grandes missions, à la fois les enjeux liés au chauffage, à la ventilation, au conditionnement d'air, au froid et à la régulation, mais également un enjeu qui porte sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments, également à l'échelle du quartier ou du territoire. La troisième porte sur la santé et le confort des occupants dans les bâtiments, avec les problématiques de qualité d'air, et d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur déjà le site internet aicvf.org. Et enfin, la dernière mission porte sur la montée en compétences en fait, de la filière bâtiment, des jeunes et des moins jeunes, des techniciens, des ingénieurs, tout au long de leur vie. Nous sommes aussi là pour vous former, pour vous monter en compétences. Donc, tous ces éléments-là, vous les retrouverez à travers les publications que nous émettons. Nathalie vous présentera de toute façon la mallette pédagogique liée à la RE 2020, mais il y a plein d'autres outils. Donc, venez les découvrir et surtout adhérer, parce qu'une association comme la nôtre, globalement, c'est essentiellement grâce aux dons qu'on puisse œuvrer et vous aider à vous former, à vous informer tout au long des années. Le webinaire aujourd'hui porte sur la RE 2020 avec Nathalie Chang, qui est présidente de Tribu Énergie. Alors, et puis, hop, je vais lui passer la parole, mais si. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, mais mon slide n'est pas passé, mais c'est pas grave. Hop. Non, ta slide, elle est figée, c'est toujours sur la première. Ah. Donc, bon, c'est pas grave. Je prends la main, Philippe, sur le diaporama. Tout à fait. On déconnecte. OK. Hop. Donc là, vous devriez voir mon diaporama. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler de la RE 2020 à travers un petit cas pratique. Alors, pour la petite histoire, celles et ceux qui ont eu l'occasion de suivre le premier webinaire ont pu assister donc à une présentation sur les fondamentaux de la RE 2020. Les slides que je vous présente aujourd'hui sont issus de la mallette de formation AICVF. Donc, en fait, vous êtes aujourd'hui en bêta-test puisque les slides sur les cas pratiques ne sont pas encore mis en ligne. On a un comité de pilotage avec l'ADEME et le ministère vendredi après-midi, justement pour les valider et pouvoir donc les mettre en ligne incessamment sous peu. Donc, donc là, je tenais à vous faire un petit rappel des textes relatifs à la RE 2020, puisqu'il y a eu quelques publications relativement récentes, fin 2021, notamment à la fois des données environnementales et des attestations. Donc, côté exigences, là, ça n'a pas bougé. On est toujours avec les exigences, le décret du 29 juillet 2021, qui ne prend en compte que les exigences aujourd'hui pour les maisons et les immeubles collectifs. Nous sommes toujours en attente du texte officiel, puisqu'il y en a un qui circule sous le manteau, mais on aimerait bien en avoir un officiel
pour tout ce qui est bureau et enseignement. Les autres tertiaires, je vous en reparle tout à l'heure. Donc dans ce décret, on va retrouver donc l'ensemble des exigences de résultats de la RE 2020, notamment qui vont illustrer les slides suivantes. Dans l'arrêté du 4 août, on va trouver notamment les garde-fous, ainsi que dans les annexes qui font plusieurs milliers de pages, toutes les méthodes de calcul. Nous trouvons ensuite un gros paquet sur le sujet des données environnementales, avec le sujet donc des déclarations environnementales et de leur vérification. Et puis le dernier bloc, ça concerne les attestations, donc celui que nous attendions avec impatience qui nous indique à quand et comment que doivent contenir ces attestations. Donc aujourd'hui, on sait que c'est en phase permis de construire et à la livraison, donc en fin de chantier. Donc ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, on a eu également la publication de l'arrêté sur l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie. Donc ça, voilà pour les textes. Bon, côté calendrier, donc là, depuis le 1er janvier 2022, pour le secteur résidentiel, dès que les PC ont été déposés après cette date, on est soumis à la RE 2020. Sauf que, vous voyez, un petit astérix avec une petite notion qui est que s'il y a un contrat de louage d'ouvrage ou un contrat de construction de maison qui a été signé avant le 1er octobre 2021, dans ce cas-là, on peut appliquer la RT 2012. Donc ça, c'est par exemple si un contrat de maîtrise d'œuvre qui a été signé avant le 1er octobre 2021, normalement, on peut déroger à l'application de la RE 2020 pour appliquer la RT 2012. Mais là, j'attire votre attention parce que la semaine dernière, on a une confirmation, d'ailleurs, c'était même hier ou avant-hier, on a une confirmation du ministère comme quoi la dérogation en collectif du 57,5 au lieu du 50 en valeur pivot n'a pas été prorogée. Donc, tout bâtiment de logement collectif qui souhaiterait déroger à la RE 2020 doit néanmoins se conformer à une valeur pivot de 50. Donc, bon, ce qui en fait rend peu intéressant la dérogation éventuelle. Officiellement, pour les bureaux et enseignements primaires et secondaires, la date d'application qui est indiquée dans le décret de juillet 2021, c'est toujours le 1er juillet 2022, mais là, on attend impatiemment les textes parce qu'on est déjà fin février. Et pour tous les autres secteurs tertiaires, donc là, ça va arriver à des échéances beaucoup plus tardives, 2024, 2025. Là, on n'a pas encore les dates, en tout cas, les travaux du GT modélisateur n'ont pas encore démarré. Donc, les principes de cette RE 2020, ça, je pense que vous le savez, elle repose sur des exigences de résultats et des exigences de moyens. Les exigences de résultats, c'est celles que j'avais déjà décrites dans le précédent webinaire sur les fondamentaux avec le BBio qui évalue donc les besoins bioclimatiques en sommant des besoins de chaud, de froid et d'éclairage. Les coefficients, le CEP et CEPNR, le CEP étant la consommation en énergie primaire totale, le CEPNR étant la consommation en énergie primaire non renouvelable et donc qui va inciter à mettre en place des énergies renouvelables. Et une des nouveautés, c'est qu'aux 5 usages de la RT 2012, on va venir rajouter des consommations d'éclairage et de ventilation des parkings, les consommations d'éclairage des circulations collectives et l'électricité liée aux ascenseurs ou aux escalators. Grande nouveauté qui est à cheval sur l'énergie et le carbone, c'est le coefficient IC énergie qui s'exprime en kilogrammes de CO2 par mètre carré et qui illustre l'impact sur le changement climatique qui va être associé donc aux consommations d'énergie primaire. Et là, on va venir sommer l'impact carbone des énergies pendant les 50 ans de fonctionnement du bâtiment. Indicateur purement carbone, grande nouveauté de cette RE 2020,
c'est l'EIC construction, donc qui s'exprime lui aussi en kilogrammes de CO2 par mètre carré et qui représente l'impact sur le changement climatique qui va être associé aux composants et aux chantiers. Donc là, on va réaliser un calcul d'analyse du cycle de vie pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre, à la fois pour les produits de construction, pour les équipements et pour leur mise en œuvre. Et dernière exigence de résultat qui porte sur le confort d'été à travers le coefficient DH qui s'exprime en degrés Celsius par heure. Donc le DH, en fait, ce sont des degrés-heures d'inconfort qui vont illustrer le niveau d'inconfort qui va être perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude. Donc on va en fait évaluer des écarts de température entre la température à l'intérieur du bâtiment et une température limite d'inconfort qui est entre 26 et 28 degrés. Donc voilà pour les 6 exigences de résultats. Concernant les exigences de moyens, donc il y a la grande nouveauté qui concerne les systèmes de ventilation qui doivent être vérifiés en logement avec un protocole qui est disponible depuis peu. Mais le point dont je voulais vous parler, c'est une petite précision que nous a apporté le ministère ces derniers jours. C'est qu'en fait, pour l'étanchéité à l'air des bâtiments, en fait, eh bien, il faut toujours atteindre la valeur garde-fou de 1, sauf que quand on fait une mesure par échantillonnage, on pénalise la valeur qui est saisie de 20 %. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous aurez un bâtiment d'immeubles collectifs, pour pouvoir respecter le garde-fou de 1, il faudra en fait se mettre obtenir une valeur aux alentours de 0,8. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout immeuble collectif en mesure par échantillonnage A1 ne sera plus conforme à la réglementation. Il faudra impérativement qu'il soit inférieur à 1 divisé par 1,2 puisque c'est la valeur de pénalisation qui va être appliquée. Donc ça, c'est une petite précision parce que ce n'était pas forcément ce qui avait été dit au préalable. Donc il y a eu un petit changement des règles du jeu et de leur interprétation. Donc là, je vais vous présenter des simulations qui ont été réalisées sur l'énergie, sur le carbone et sur le confort d'été. Alors, déjà, une petite slide qui concerne le coefficient Bébio. Donc dans cette RE 2020 avec une illustration justement des écarts entre la RT 2012 et la RE 2020 en fonction de la surface des bâtiments de 150, là vous voyez, à 5000 m². Et là, vous avez le résultat en Bébio. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes moteurs de calcul entre la RT 2012 et la RE 2020. Donc là, ce qu'on a voulu, c'est caler des choses comparables. Donc, on a modélisé nos bâtiments de 150, 900, 2100, 3004 et 5000 m² dans le logiciel RT 2012. On en a extrait donc des prestations que nous avons reportées ensuite dans le moteur RE 2020 pour aboutir à ce coefficient ici que vous voyez là, équivalent. Donc là, on est sur un équivalent Bébio RT 2012 sur la courbe orange, donc avec ce Bébio qui augmente légèrement en fonction de la surface totale du bâtiment. En gris, ici sur la courbe, vous avez un Bébio qui est obtenu avec des prestations hyper standards du marché, 10 cm d'isolant dans les murs, 14 en toiture, 15 cm sous dalle, des W de baie à 1,4 et puis un traitement des ponts thermiques qui est au garde-fou. En bleu, là, vous avez le résultat, l'équivalent du Bébio avec du Bébio RE 2020. Donc, on voit qu'effectivement, par rapport à des prestations classiques standards, il y a un petit renforcement qui peut s'avérer nécessaire pour respecter donc cette nouvelle exigence. Et
on trouve bien effectivement pour les grands bâtiments un écart de 30 parce que nos ministres ont souvent, dans leur communiqué de presse, elles avaient indiqué que la RE 2020, elle renforçait de 30 à l'exigence par rapport à la RT 2012. Donc, info ou intox, ben voilà, ce graphe vous montre que pour les bâtiments de grande et moyenne surface, le 30 est bien confirmé. Néanmoins, pour les petites surfaces, mais attention, c'est du 30 entre le Bébio RT 2012 qui était quand même pas folichon, qui était même très, très laxiste, et, et celui de la RE 2020, pas entre la pratique courante et le niveau RE 2020. Par contre, pour des petites surfaces, ben, vous voyez qu'au fur et à mesure, plus la taille de l'immeuble se réduit, plus cet écart s'amoindrit jusqu'à devenir quasiment insignifiant pour les petites surfaces, mais c'est normal parce qu'on avait déjà en fait du mal à respecter la RE 2020 pour ces petites surfaces. Donc là, un petit exemple sur un immeuble collectif de 57 logements, donc de 3 319 mètres carrés, un toiture-terrasse qui est en béton, isolé par l'extérieur avec un plancher bas. Il n'y a pas de parking sur ce bâtiment parce qu'en fait, il avait un parking silo par ailleurs. Et puis une surface vitrée qui est de 20 de la surface habitable. On a une enveloppe donc, qui a été définie, une enveloppe de base, donc avec une toiture terrasse qui va être isolée avec 12 cm d'isolant type polyuréthane avec une résistance à 5,5, des murs extérieurs, une petite faute de frappe, donc qui va être isolé avec 12 cm, donc à peu près avec une résistance de 3,75. Les planchers intermédiaires qui sont traités avec au niveau des garde-fous en fait, donc 100 de rupteurs quand on n'a pas de balcon. Et on a quand même été obligé là pour respecter le garde-fou, de traiter 5 des balcons avec des rupteurs. Un plancher donc là on n'a pas de parking, on a quand même un sous-sol avec une isolation sous chape et sous dalle. L'étanchéité à l'air qui est mise à 0,8 par échantillonnage pour justement respecter le garde-fou de 1. Des fenêtres et des portes-fenêtres avec un UW de 1,4 et des volets roulants qui sont manuels non motorisés et de la ventilation de type simple flux hygrobé. Et le système énergétique de base, on va être avec des chaudières gaz individuelles, radiateurs sur radiateur. Et on a regardé donc plusieurs enveloppes différentes, donc notre enveloppe en fait standard de base et puis celle qui va être renforcée. Ah oui, parce que notre enveloppe standard en fait on l'a mise en isolation par l'intérieur et après c'est l'enveloppe optimisée qu'on a justement basculée en isolation par l'extérieur et puis après on a regardé ce que c'est donné avec une enveloppe de type ossature bois. Donc tout ça pour voir le résultat sur ce coefficient Bébio. Donc là, on a un Bébio sur différentes zones climatiques, mais comme nous sommes aujourd'hui à ICVF Île-de-France, on va se concentrer sur notre zone climatique H1A. Avec ici, vous voyez la valeur de Bébiomax qui est à 71,3 et le résultat avec les prestations standards, donc où on respecte le Bébiomax avec un petit écart, mais voilà, qui est tout à fait quand même confortable, en tout cas par rapport aux prestations qui sont vraiment hyper basiques, rien d'extraordinaire. Et on voit qu'on arrive à viser des écarts beaucoup plus intéressants, qu'on soit en isolation par l'extérieur ou après en basculant sur des systèmes de type ossature qui là permettent des gains très confortables par rapport au niveau Bébiomax.
Tout ça pour vous dire parce que en fait, vous risquez de voir apparaître soit dans des cahiers des charges d'aménageurs, soit dans des futurs labels, des demandes de renforcement, du Bébio-projet par rapport au Bébio-Max, qui peuvent se situer entre 15 et 20 et qui effectivement, sont légitimes au regard des hypothèses, enfin, voilà, au regard en tout cas, du fait que le Bébio-Max, notamment pour des grandes surfaces, des grands bâtiments, est un peu, voilà, est un petit peu timoré, on va dire. Mais pour les petites surfaces, vous l'avez vu, là, les choses, elles se compliquent un petit peu plus. Alors, concernant, les sensibilités, côté, énergie, donc là, on a regardé plusieurs, types, de systèmes énergétiques. Donc la solution de base étant, la chaudière, gaz individuelle. Ensuite, on a regardé du gaz collectif couplé avec un chauffe-eau thermodynamique collectif. Un système de gaz condensation collectif avec du solaire thermique. Des systèmes de type effet Joule avec chauffe-eau individuel ou collectif, couplé à du photovoltaïque. De la pompe à chaleur double service, RO, de la pompe à chaleur triple service individuelle et des réseaux de chaleur, 0 d'ENR, 50 d'ENR et 70 d'énergie renouvelable. Donc côté résultat, ben, on voit que, alors on a, sur notre échelle des abscisses, en fait, 2 types d'enveloppes, qu'on a retenues. Une enveloppe, l'enveloppe standard 2020, donc isolation par l'intérieur, et une enveloppe, bah, ossature bois. Pourquoi? Bah, parce que, vous allez le voir, mais pour, certaines solutions techniques, notamment effet Joule, c'est le seul moyen de pouvoir respecter, le seuil associé. C'est pour ça qu'on a fait cette distinction d'enveloppe. Là, vous avez donc la valeur de CEP, max, donc qui est indiquée, et ici donc les résultats, pour ces différents systèmes énergétiques. Ce qu'on voit, c'est que tous les systèmes énergétiques finalement respectent le coefficient, CEP sans aucune difficulté sur cet immeuble collectif. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les typologies. Je crois que dans un précédent webinaire, j'avais dû vous présenter les résultats sur un immeuble de 14 logements. 14 logements étant plus petit, il flirtait, parfois avec ce CEP. C'était un petit peu plus compliqué. Et là, ben, on bénéficie quand même d'un immeuble de 57 logements, d'un seul bloc, même s'il est un petit peu découpé architecturalement, mais en tout cas, qui bénéficie d'un gros effet de compacité, qui fait que pour lui, ça va être un petit peu plus facile. Et là, vous avez donc dans ces petites barres, elles illustrent les consommations de chauffage, de froid, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, d'auxiliaire, de ventilation et de tout ce qui va être lié au déplacement. Ce qu'on voit, c'est que finalement, entre la part, chauffage, eau chaude sanitaire, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, hein, quand on est, sur un système gaz, bien sûr, qui vont être diminués selon les différents cas de système énergétique. Et vous voyez notamment, l'apparition de consommation de froid. Donc ces consommations de froid, c'est parce que les degrés heure de notre bâtiment dépassent systématiquement les 350 degrés heure. Et donc, même si le bâtiment n'est pas climatisé, on vient à rajouter des consommations de climatisation forfaitaire, qu'on a appelées pendant un temps fictives, pour illustrer que le confort n'est pas considéré comme parfait dans ce bâtiment en matière de confort d'été, et que certains des occupants pourraient être tentés d'aller s'acheter un petit climatiseur mobile par la suite. Sauf que vous voyez que la solution triple service, elle, les consommations, elles sont quasiment au double. Et ça, c'est parce que, la pompe à chaleur triple service, elle fait du froid. Donc, eh bien, là, on va évaluer des consommations de froid avec le système réel mis en place.
c'est pour pénaliser un petit peu, en fait, la mise en place, voilà, voilà, pénaliser un petit peu la mise en place d'un système qui permet de faire de la climatisation. C'était en fait, une volonté de pas, des pouvoirs publics de ne pas faire en sorte que, les bâtiments soient systématiquement conçus avec de la clim qui est quand même, une incitation à faire une meilleure conception, du bâtiment. Donc ça, c'est sur le coefficient CEP. Sur le coefficient CEPNR, donc là, l'objectif du CEPNR, il abaisse la valeur parce qu'il a pour objectif d'inciter à la mise en place d'énergies renouvelables. Sauf que sur ce bâtiment, c'est un petit peu raté. Contrairement à d'autres typologies de bâtiments, puisqu'on voit que quel que soit le système énergétique mis en place, finalement, il n'y a pas de problème, on est toujours systématiquement sous le seuil de ce CEPNR. Néanmoins, voilà, la solution effet Joule plus chauffe-eau thermodynamique individuelle plus photovoltaïque, sur cet immeuble collectif, c'est vraiment exceptionnel, hein. On a du mal quand même à faire passer cette solution, mais elle peut y arriver, mais couplée à vraiment une enveloppe excellente de type ossature-bois. Les autres passent sans problème sous les seuils. Et là, vous voyez notamment l'effet très bénéfique du CEPNR et de son coefficient de conversion très favorable au réseau de chaleur urbain avec des énergies renouvelables, puisque là, le réseau 50% et 70% de NR est très, très, très en dessous du CEP-NR max. Dernier point, c'est sur le coefficient IC énergie. Donc là, la grande nouveauté qui illustre l'impact sur le réchauffement climatique sur les 50 ans d'exploitation du bâtiment, mais en méthode dynamique, c'est-à-dire qu'on va multiplier les résultats par 0,8. Mais ça, je l'avais expliqué dans le précédent webinaire. Et vous avez donc ici eh bien, le IC Énergie Max 2022 et en orange, donc la courbe qui illustre le IC Énergie Max 2025. Ce qu'on voit ici, eh bien, c'est qu'effectivement, si tous les systèmes énergétiques arrivent à passer sous la barre de 2022, les choses se compliquent pour certains systèmes énergétiques à partir de 2025. Notamment la chaudière gaz individuelle qui ne passe plus du tout. Et ça, c'était voulu par les pouvoirs publics. Vous voyez que le seuil a quasiment été calé un tout petit peu au-dessus du niveau de l'impact du chauffage en gaz. Donc, effectivement, ça rend très, très, très compliqué le respect avec une solution tout gaz. La solution gaz plus solaire thermique en chaufferie collective ne passe pas non plus parce qu'en fait, le solaire thermique n'arrive pas à couvrir suffisamment les besoins et qu'il y a toujours cet appoint gaz qui est émetteur. Donc, ainsi que ce qui ne passe pas non plus, c'est le réseau de chaleur sans ENR. Bon, ça, c'est normal. Un réseau de chaleur ici qui est à peu près à 227 grammes de CO2 par kilowattheure, qui, lui, n'est plus admis. Par contre, parce que parfois on entend dire que la RE 2020, finalement, avec le seuil 2025, ça sera la fin du gaz. Alors, chaudière murale, peut-être, mais en tout cas, sûrement, d'après les chiffres actuels, mais ce n'est pas le cas de systèmes hybrides. C'est-à-dire que, voilà, il pourra tout à fait y avoir encore des systèmes mixtes, gaz plus hybrides, qui pourront perdurer dans après, en tout cas, ce seuil 2025. Ensuite, vous avez effectivement des solutions qui sont, elles, très, très valorisées avec ce seuil IC énergie. Ce sont notamment toutes les solutions thermodynamiques. Mais vous allez le voir, attention, parce qu'on va le voir tout à l'heure, sur le IC construction, c'est l'effet inverse.
et également les réseaux de chaleur vertueux, 50-70%, et même les solutions effet Joule plus CET qui sont largement en dessous du seuil 2025. Donc, si on synthétise un petit peu ces résultats énergétiques, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, finalement, toutes ces solutions énergétiques que je vous ai présentées là, elles permettent de respecter les seuils entre 2022 et 2025. Il faut juste un renforcement de l'enveloppe assez conséquent pour faire passer les solutions de type effet Joule plus chauffe-eau thermodynamique, et puis il faut aussi du photovoltaïque. À partir de 2025, les choses, elles se corsent parce que le problème, c'est qu'il faut respecter les 3 critères, CEP, CEPNR et IC Énergie. Et là, on voit que ça va être surtout le IC Énergie qui va être dimensionnant pour les solutions techniques dont je vous parlais, les chaudières gaz individuelles, la solution gaz collectif plus solaire, thermique, et un réseau de chaleur sans énergie renouvelable. Est-ce que, Philippe, il y a une petite question sur la Oui, partie énergie avant qu'on passe à la partie construction? tout à fait. Donc, il y a lors du BBO, en fait, Eric avait posé sa question. Il voulait avoir une confirmation que entre de l'ITI et de l'ITE, la surface habitable était bien modifiée, évolue bien entre les simulations. Oui, oui, tout à fait. Une autre précision concernant en fait les études de faisabilité de Laetitia qui demande en fait une précision sur le nombre de systèmes dans le cadre de l'étude de faisabilité qui était demandée par la réglementation. En fait, c'est indiqué dans l'étude de FESA. Il y a effectivement, pour moi, le texte est assez clair. On a effectivement 5, 6, enfin, Moins 4. il y en a au moins 4, voilà, qui doivent être étudiés parmi la liste qui est indiquée dans l'arrêté. Ok. Sur la partie, alors les seuils UN n'évolue pas. Oui, il y avait une question aussi sur justement le fait que l'État a prévu pour certains coefficients des coefficients évolutifs dans le temps. Et est-ce que tu peux rappeler quels sont les coefficients qui sont impactés à lycée énergie entre autres par rapport, tu sais, les différents indices de coefficients. Tu les as en tête? Attends, je ne comprends pas la question. Les Les objectifs, étapes, c'est 2022 et 2025. oui, 2022-2025 en fait. Et quels sont les coefficients qui sont impactés par l'évolution en fait des objectifs qui est fixé? Il n'y a que l'OIC Énergie. Oui, voilà. Je pense que vous avez besoin de cette précision par rapport à est-ce que les autres coefficients étaient impactés ou pas. Non, non, c'est pour ça que le seuil, c'est pour ça que sur les graphes, il n'y a qu'un seul seuil qui est indiqué. Voilà. Les packs en double service et triple service sont-elles individuelles ou collectives dans tes exemples? PAC double service, je l'ai dit tout à l'heure, c'était collectif. La PAC double service est collective et la PAC triple service, elle est individuelle. Ok. Et une dernière question de Laetitia qui concerne, en fait, qui fait un rapprochement avec E plus C-, en disant peut-on préconiser des performances de matériaux équivalents à un niveau Non, surtout pas. E2-C1 pour être conforme à la RE 2020? Non, 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 on repart d'une page blanche. D'ailleurs, les pouvoirs publics ont interdit formellement à ce qu'on utilise le terme préfiguration de la RE 2020 avec le label E plus C-. Donc, on repart d'une page blanche et ça pourrait même faire des grosses, grosses bêtises. Ok. Un bâtiment qui pouvait être E3C1 peut ne plus du tout être conforme à la RE 2020. Et je pense que d'une manière générale, en fait, même entre deux projets, le copier-coller aujourd'hui avec cette nouvelle approche est complètement banni. Donc, pour chaque Oui, projet, il faut il va surtout ne falloir pas essayer de trouver des passerelles, c'est mission impossible. Ok, bah du coup, on a OK, plus c'est bon?
allez, on passe maintenant au sujet palpitant du IC Construction. Donc, voilà notre bâtiment qui est donc en structure de béton, refend béton, donc vraiment tout ce qui est plus classique, toiture terrasse béton. Donc, avec des revêtements de façade où on a un mixte d'enduit et de panneaux fibre-ciment, des fenêtres qui sont en PVC ainsi que les volets roulants, des revêtements de sol PVC dans les pièces principales et carrelage dans les pièces d'eau. Et toujours notre système énergétique gaz individuel en base avec ses radiateurs. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Là, on a fait plein de simulations carbone sur les systèmes constructifs et sur les systèmes énergétiques et second œuvre, comme on va pouvoir le voir. Déjà, petite précision, donc sur ce projet, on a utilisé un je dirais, pas mal de données, donc 50 sur 100, 181 fiches saisies. Il y en a 56 qui venaient de FDES collective, 12 qui venaient de FDES individuelles, 107 de données environnementales par défaut et 2 qui viennent des lots forfaitaires, donc notamment les lots courant fort, courant faible qui ont été considérés comme effectivement en méthode forfaitaire. Là, ce qu'on voit, c'est néanmoins, on a 107 données environnementales par défaut qui représentent en fait ici les 147 kg de CO2 par mètre carré, équivalent, c'est-à-dire qu'on a choisi des données environnementales par défaut uniquement pour les composants sur lesquels ça avait très peu d'impact. Les composants sur lesquels il y avait le plus d'impact, on est allé chercher le plus possible des FDES individuels et ensuite collectifs. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ici le poids des données individuelles et celle des données collectives, plus ensuite celle des données forfaitaires. Donc ça, c'est très important parce que les conclusions que je vais vous montrer, si effectivement vous utilisez un béton par défaut, ça ne sera plus du tout les mêmes conclusions. D'ailleurs, je vais vous le montrer à travers les sensibilités aux paramètres, mais dès qu'on est en valeur par défaut, on explose complètement les données. Donc ça, c'est le premier point important sur le choix des données environnementales. Là, voici quelques sensibilités liées au carbone en changeant le système constructif du bâtiment. Donc là, on a notre bâtiment de base qui est avec un béton à 200 kg de CO2 par mètre cube, un autre avec un béton à 80, des briques à 29,5, des briques à 17,7, des planchers intermédiaires avec des dalles mixtes bois-béton, des dalles béton avec des murs à ossature bois et là on est en tout bois, voilà, mur à ossature bois plus plancher CLT. Et là vous avez les différents seuils donc de renforcement 2022, 2025, 2028 et 2031. Alors, ce qu'on voit ici, c'est déjà, donc là, on est sur un béton, dont je ne citerai pas la marque, mais qui existe déjà sur le marché, qui est un béton très bas carbone. Attention, ce n'est pas du CEM3, hein, c'est un autre type de béton parce que en plus le CM3 va être pénalisé là, dans les semaines qui viennent puisque il va y avoir, on va leur réattribuer une partie de l'impact des laitiers, de l'impact carbone des laitiers des hauts fourneaux. Donc on ne sera plus sur des valeurs aussi favorables qu'on avait jusqu'à présent. Ici, sur les systèmes constructifs, là, on est sur de la brique en FDES collective classique. Et là, on est sur une brique optimisée d'un industriel qui a effectivement modifié son process de fabrication. Et puis là, on trouve effectivement du plancher mixte, mur à ossature bois et des planchers CFT. Alors, ce qu'on voit, c'est déjà la répartition ici par lot, avec là le lot
un VRD qui est très faible, mais ça c'est normal, c'est dans la RE 2020 en fait, le poids des VRD, est vraiment limité au strict minimum, notamment des raccordements, de réseau du bâtiment. On a ensuite, le lot, infrastructure qui en fait est très très faible sur ce bâtiment. Ici, nous avons, le lot, superstructure, donc avec, les planchers, les murs, planchers, murs et les refends. On a ensuite le lot étanchéité pour les toitures, terrasses, le lot 5 avec les cloisons, le lot 6 donc avec les façades. On va trouver notamment les menuiseries et les volets roulants et puis les revêtements, les bardages, par exemple. Le lot, en violet qui est le lot 7 qui concerne les revêtements intérieurs. Le lot 8 ici qui va être le lot, CVC. Le lot 9 plomberie. Le lot 10 donc, courant fort. Mais comme je vous disais donc, courant fort a été, lui, établi avec des valeurs forfaitaires. Et ici on a les ascenseurs et ensuite l'EIC chantier. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le lot superstructure, bah, il est important, hein. C'est quand même le premier poste, d'émissions de gaz à effet de serre, mais néanmoins, il ne pèse que pour 176 sur les 624 au total. Donc finalement, c'est clair que il va permettre, l'amélioration des systèmes constructifs avec de recours à des systèmes constructifs moins émetteurs vont nous permettre, d'aller vers ces seuils hyper ambitieux, mais ils sont attendus également, des efforts, conséquents des autres lots. En tout cas, sur cet immeuble collectif de 57 logements, on s'aperçoit que le seuil 2022, il est largement respecté, heu du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Le seuil 2025, finalement, on n'en est vraiment pas loin, hein. On le dépasse un tout petit peu, même en structure béton. Donc là, on a plein de solutions, alternatives qui sont de passer avec, des bétons moins impactants, de passer avec des planchers, intermédiaires, voilà, en plancher mixte ou bien effectivement, de basculer, les murs, en béton avec des murs, à ossature bois. Ça, plusieurs solutions pour passer sous le seuil de 2022. Sous le seuil de 2028, là, on voit que les choses, elles se corsent un petit peu. Et là, il va falloir aller un petit peu plus loin dans l'optimisation. La structure d'un béton, entièrement, très bas carbone, on n'est pas loin, mais il nous manque quelques petits chouïas. Donc, va falloir aller optimiser finalement les autres lots pour pouvoir se passer sous cette barre si on veut rester en béton. Le système, mur à ossature bois plus dalle béton ne permet pas, ici de respecter, le seuil 2028. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait le coupler avec des planchers intermédiaires bas carbone ou des planchers enfin, soit avec du béton très bas carbone, soit avec des planchers mixtes. Et là, le seuil 2031, il est très, très ambitieux. On y arrive avec la construction, toute, ossature bois, mur à ossature bois plus plancher CLT. Vous voyez que, la valeur à prendre en compte ici, c'est la petite croix rouge parce qu'en fait, on est en ACV dynamique et donc, la partie, de stockage, temporaire du carbone est valorisée et finalement, on n'est pas sur cette valeur ici, mais bien sur cette petite croix rouge qu'il faut prendre en compte. Alors ce qui ne veut pas dire qu'en 2031, on n'aura que des bâtiments qui sont en toute ossature bois. On peut aussi compter sur le fait qu'il y a plein d'autres lots qui vont, faire des efforts et permettre de passer, sous ces seuils, hein. Il y aura sûrement, en tout cas, beaucoup d'évolutions. Bon, il y a plein d'autres systèmes, constructifs que voilà, on ne peut pas tout présenter. Donc, mais, voilà déjà quelques grandes tendances. Là, vous voyez, le poids des isolants, sur les toitures. Ce qui est intéressant, c'est que,
en fait, on s'aperçoit que le poids de l'isolant, alors que bon, il y a quand même pas mal de surface de toiture, hein, le poids de l'isolant est finalement relativement modéré. Bon, là, on a fait, à partir du moment où on est sur une FDES individuelle, là, on est sur un polyuréthane et finalement, bah, le polyuréthane se positionne plutôt pas mal, en matière en tout cas d'impact carbone. Après, il y a le sujet de la recyclabilité, de plein de choses hein, qui ne sont pas traitées dans la RE 2020, mais en tout cas en poids carbone, c'est relativement modéré. Mais alors attention à ne surtout pas prendre des données environnementales par défaut, puisque là, les valeurs explosent. Ici, on a de la laine de roche, un petit peu plus impactante, et ici du verre cellulaire, donc où là, l'impact est quand même plus important. Malgré le fait que voilà, certains produits peuvent être aussi plus durables. Bon. Ici, côté isolation par l'intérieur, là aussi, finalement, un impact assez faible de l'isolation avec, donc là, on a une laine de verre, ici, du polystyrène, un isolant biosourcé de type fibre de coton, de la laine de roche et puis de la fibre de bois. Alors là, petite précaution, ah oui, c'est un point important, c'est que toutes ces simulations, on les a faites fin 2021, mais on s'aperçoit que les valeurs de FDES, elles bougent en permanence. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, dans 3 mois, ça peut être complètement faux, à partir du moment où un industriel va actualiser sa FDES, bah parce qu'il a, par exemple, changé, amélioré ses process. Bon, donc voilà, il faut prendre quand même quelques petites pincettes et bien vérifier à chaque fois que toutes ces notions sont toujours valables. En tout cas, toujours la même conclusion entre le fait que la FDES individuelle et la DED, ben, il y a quand même des écarts conséquents et qui incitent toujours à aller vers les fiches individuelles. Bon, ça, on a beaucoup de chance parce que sur les isolants, les fabricants ont très bien fait leur travail et on dispose d'une multitude de fiches individuelles. Il en va de même sur les planchers. Vous voyez finalement des écarts qui sont relativement modérés d'un système d'isolation par rapport à un autre. Là, bon, c'est un petit exemple pour montrer sur les différents types de cloisons entre si on bascule en fait sur, notamment quand on est en ossature, si on bascule avec des cloisons de type 72-48 ou voilà, en carreau-plâtre ou bien en âme alvéolaire. Là, c'est pour vous montrer l'impact des menuiseries. Alors là, c'est intéressant parce que les menuiseries, on a très peu finalement de fiches individuelles. On a beaucoup de fiches collectives. On a des données environnementales par défaut. Et vous voyez que le poids des fenêtres, il n'est pas négligeable du tout. Et en fait, dans le poids des fenêtres, c'est notamment le poids du verre qui est très impactant en matière de carbone. Et finalement, des écarts entre les différents types de menuiseries qui sont assez modérés avec les FDES collectives aujourd'hui, puisque bah, la meilleure est un bois européen à 19,3 et la plus impactante aujourd'hui, c'est de la menuiserie aluminium à 30,7. Finalement, le PVC se situe entre les deux. Et toujours ces écarts très importants entre la FDES collective et puis les données environnementales par défaut. L'autre point qui est très, très impactant, contre toute attente, ce sont les volets roulants. Donc là, les volets de manière générale, les volets qui représentent quasiment le même poids carbone que les fenêtres finalement. Avec bah, selon le type de matériau, là vous avez des volets PVC, des volets aluminium, des brises-soleil, des volets battants. Je dirais le moins impactant étant notre bon vieux volet battant bois à l'ancienne.
et les plus impactants étant notamment le volet aluminium motorisé et notamment parce qu'on rajoute le poids carbone de la motorisation. Alors il est possible qu'il y ait une erreur dans les fiches, ça c'est voilà, aux industriels de corriger ces points. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on fait des simulations, on se retrouve avec un poids très, très important quand on est avec des volets motorisés. Là, c'était sur l'isolation par l'extérieur, avec, pour montrer, justement entre différentes fiches individuelles, laine de verre, polystyrène, fibre de bois et laine de roche, des écarts. Et là, vous avez une fibre de bois d'un industriel qui en fait, a très bien, travaillé au niveau de son process industriel et qui arrive même à avoir une valeur négative en matière d'impact, d'impact carbone. Alors concernant les revêtements de façade, alors là aussi, c'est toute l'ambiguïté de ce sujet du carbone puisque finalement, une des solutions, les moins impactantes c'est l'enduit. Bon, sauf que l'enduit, malheureusement, hein, quand on voit, les dégoulinades là en façade, qui quelques années après, c'est quand même pas la solution la plus durable. Bon, donc ça c'est toute la problématique de l'enduit qui finalement se positionne plutôt pas mal d'un point de vue, carbone, contrairement d'ailleurs à d'autres, types, hein, que ce soit, du bardage, zinc, bon que si là on est à peu près dans les mêmes eaux, mais des parements de type terre cuite qui peuvent être très impactantes, même du bardage en fibre ciment. Et celui qui se positionne pas trop mal, mais qui est pas super plébiscité par les collectivités, c'est le bardage bois. En sachant qu'attention, parce que là, on est sur un bardage bois, qui n'est pas du bois reconstitué, qu'on va trouver chez certains industriels qui, eux, peuvent avoir des impacts beaucoup, beaucoup plus importants. Voilà, donc des écarts ici, toujours les mêmes tendances entre les fiches individuelles et collectives et puis, les fiches, de données environnementales, par défaut. Là, il y en a des centaines, hein, de bardages sur la base de données INES, hein. On les a pas tous répertoriés dans ce graphe, c'est un travail qu'on est en train de faire par ailleurs et donc on trouve, des écarts qui sont assez fluctuants d'un matériau par rapport à un autre. Concernant les revêtements de sol, donc là aussi, notre cas de base là qui est en mixte carrelage, PVC et puis donc des écarts très importants, là, phénoménaux avec les données environnementales par défaut et on voit sinon que les écarts sont quand même très, très modérés selon les types de revêtements de sol. Le parquet, étant, bien sûr, le moins important, alors le moins important avec en FDS collective, avec le marmoléum, donc qui est une marque de linoléum, qui effectivement, se positionne quand même, pas trop, trop mal. Mais après des écarts assez faibles, on voit par rapport même à du carrelage ou du lino en FDS, individuel. Alors là, c'était le point important que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est vraiment un point, crucial. C'est le sujet du lot 8, donc avec, les évolutions sur le système énergétique. Donc tout à l'heure, je vous ai montré effectivement différentes, sensibilités aux paramètres, selon, les systèmes énergétiques côté IC Énergie. Et là, en fait, vous voyez, l'impact côté IC Construction. Et finalement, côté IC Construction, aujourd'hui, la chaudière gaz individuelle, elle se positionne pas si mal que ça, hein. Elle est finalement, à 66 là, on est sur le lot 8, 66 kg de CO2, par mètre carré. La chaudière gaz collective, elle est pas très, très loin non plus avec ses 85 et le réseau de chaleur, il est là avec ses 77. Dès qu'on passe sur des pompes à chaleur, les choses, elles se compliquent. Alors, elles se compliquent pour 2 raisons. Déjà parce que dans les pompes à chaleur, on a
des fluides frigorigènes qui sont plus ou moins impactants. Donc là, notamment, la pompe à chaleur ici, triple service, la PEP qui est disponible, en tout cas sur la base de données NIES aujourd'hui, elle est avec un ancien fluide qu'on utilise actuellement, hein, mais elle n'est pas encore avec les prospectifs en R32. Et donc, on se retrouve avec ce poids des fluides qui peut être très important, parce que même le R32, finalement, n'est pas neutre en impact carbone. Et puis aussi, parce que tous les industriels n'ont pas encore fait le travail d'élaborer des PEP, donc on est souvent aussi amené à utiliser des données forfaitaires, ou soit des données par défaut, soit des valeurs forfaitaires pour ces lots. Et là, vous voyez que les choses, elles peuvent facilement s'envoler. Là, la solution, par exemple, effet Joule plus chauffe-eau thermodynamique collective, heureusement finalement qu'elle ne passe qu'avec de l'ossature bois, parce que sinon, ça ne passait pas du tout le seuil carbone de 2022. Donc là, on a c'est une espèce de conflit entre le IC énergie et le IC construction. Et puis, dernière slide sur l'impact carbone, c'est l'impact du photovoltaïque, avec ici des F2S individuels. Les industriels s'y mettent petit à petit. On n'a pas le droit de citer de marque dans les documents validés par le ministère, donc il faudra que vous fassiez une petite gymnastique d'esprit. Mais en tout cas, voilà l'impact de différents fabricants qui proposent aujourd'hui des F2S individuels et qui montrent que finalement, l'impact est très, très modéré par rapport à la valeur par défaut. Et donc, ce n'est pas forcément un point rédhibitoire que d'avoir du photovoltaïque sur les bâtiments. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue carbone, attention, d'un point de vue énergétique, on ne valorise pas tout l'export vers le réseau. Donc, finalement, le bilan n'est pas si intéressant que ça, mais là, selon la RE 2020. On aura peut-être après des labels qui valoriseront à nouveau le sujet des bâtiments énergie positive. Et ensuite, concernant les degrés-heures, eh bien là, les degrés-heures, on a ce bâtiment qui est donc avec une inertie moyenne, des couleurs de façade un petit peu mixtes, des volets roulants. Et là, vous allez voir donc les sensibilités au degré-heure selon différents paramètres. Donc, selon ces différents paramètres, ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, en tout cas, le bâtiment dépasse de manière assez conséquente la valeur basse des 350 degrés-heure. Mais dans tous les cas, il est largement en dessous la valeur max de 1250. Donc, en zone H1A, les degrés-heure, ce n'est pas un critère dimensionnant, il est même un petit peu timoré. C'est pour cela que vous risquez de voir des renforcements conséquents dans certains labels sur ce critère selon les zones climatiques. Ce qui permet de se rapprocher le plus, en tout cas des 350 degrés-heure, c'est la mise en place d'inertie. Et les points qui sont les plus impactants de manière négative sur les degrés-heure, c'est de basculer sur de l'inertie légère. Et donc là, vous voyez le conflit avec le IC Construction 2031 que je vous ai montré tout à l'heure, où pour aller vers 2031, il faudrait peut-être basculer en ossature bois avec des planchers CLT. Oui, mais dans ce cas-là, on a un problème parce que ça augmente quand même de manière conséquente. Ça dégrade en tout cas l'inconfort estival. De même qu'il y a un autre point qui dégrade pas mal l'inconfort, c'est le fait d'avoir des baies coulissantes au lieu d'avoir des fenêtres en ouverture, par exemple à la française, parce qu'on considère que les ratios d'ouverture sont beaucoup plus faibles. Et donc, c'est beaucoup plus impactant sur le confort d'été. Donc là, voilà, ma petite conclusion, c'est qu'il faut, cette RE 2020, elle va nécessiter d'avoir une vision en 3 dimensions entre l'énergie, le carbone, le confort d'été, et qu'il y a des points qui vont être contradictoires. Vous l'avez vu notamment sur le sujet des pompes à chaleur qui se positionnent plutôt très bien en énergie,
Elles peuvent même faire de la clim, du rafraîchissement, donc c'est pas mal. Mais d'un point de vue carbone, aujourd'hui, il y a quelques efforts à faire. L'ossature bois qui se positionne bien en énergie et en carbone, mais là, sur le confort d'été, si on ne rajoute pas de la masse sur les planchers, ça va être compliqué pour les futures canicules. Et puis les protections solaires, qui sont hyper utiles pour le confort d'été, mais finalement, qui ont un poids carbone qui est conséquent sur notre bâtiment. Bon, là, je vous ai remis les petites slides que j'avais dû présenter lors du précédent webinaire sur le fait que la RE 2020, c'est 2 grandes étapes d'obligation réglementaire. Au dépôt du permis de construire avec l'élaboration de l'attestation BBio de gréeur et puis l'engagement par le maître d'ouvrage de réaliser une étude d'analyse du cycle de vie. Et en fin de chantier, il y a l'attestation qui doit être faite par un tiers indépendant, la mesure d'étanchéité à l'air de l'enveloppe et la vérification de l'installation de ventilation qui va être à réaliser. Mais attention, ce sont des obligations réglementaires et il y a plein d'étapes intermédiaires pour pouvoir avoir un projet qui a des chances d'être conforme à cette RE 2020, notamment en phase conception, puisque il va falloir rédiger nos CCTP, nos DPGF, éditer nos études, de manière à ce qu'elles soient suffisamment complètes pour pouvoir être suffisamment exhaustif, précis par rapport à ce qu'on attend des entreprises pour pouvoir faire leur chiffrage. Et il va falloir, pendant toute la durée du chantier, vérifier que les variantes proposées, soit variantes de prix, soit des variantes parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, comme ça nous arrive très souvent en ce moment sur les chantiers, ça ne va pas remettre en question l'atteinte de nos niveaux, que ce soit énergie, confort d'été ou carbone. C'est pour cela que cette RE 2020, ça va nécessiter une conduite d'opération différente. Déjà, côté maîtrise d'ouvrage, d'avoir un programme clair, d'avoir un CCTP de maîtrise d'œuvre qui va être complété avec les attendus par acteur, d'avoir de s'entourer d'une équipe compétente, d'établir son planning et les étapes de validation. Et là, il y a un point important déjà qui est un ou plusieurs études. Aujourd'hui, on a tendance à séparer l'étude énergie, l'étude carbone. L'étude carbone qui peut parfois être faite par l'AMO, l'étude énergie par le bureau d'études fluides. Honnêtement, pour moi, cette solution, elle n'est pas viable dans la RE 2020 parce que vous avez vu qu'il faut avoir une approche en plusieurs dimensions et s'il faut faire des allers-retours entre différents bureaux d'études, voilà, ça va devenir très, très compliqué en termes de délai, en termes d'itération, quand ce n'est pas le même acteur qui a la main. Ensuite, il va falloir récupérer ce bureau d'études, il va devoir récupérer plein d'informations auprès d'architectes, d'économistes, du BO-structure, du BO-fluide, avec des quantitatifs, des descriptifs. Et ça, il faut absolument que le maître d'ouvrage l'ait précisé dans son CCTP de maîtrise d'œuvre, parce que sinon, 9 fois sur 10, on arrive en pro DCE et on a des acteurs qui nous disent « Ah ben non, mais moi, les quantitatifs, ce n'est pas dans ma mission, donc je ne vous les donne pas, donc vous vous débrouillez ». Ah bah oui, mais alors là, il nous faut une boule de cristal, parce que faire un calcul en pro DCE sans quantitatif en phase amont, en PC, c'est possible, mais en pro DCE, c'est un peu limite. Et dernière étape, ici très importante, donc qui est en phase chantier. Si on est en entreprise générale, OK, l'entreprise générale, elle peut récupérer la mise à jour de ce calcul en phase chantier, peut-être un bureau d'études interne qui peut le faire. Quand on est en entreprise séparée, là, c'est la catastrophe. On ne va pas aller refiler à la pauvre entreprise de plomberie, chauffage, la mise à jour du calcul carbone ou l'élaboration de ce calcul carbone. Elle ne va pas aller courir après chacun des acteurs pour les VRD, pour le gros œuvre. Bon, bref. Donc là, ça va être vraiment assez compliqué. Donc c'est pour ça, moi, je recommande plutôt à ce que l'ingénierie, notamment quand on est en entreprise, en lot séparé, prenne cette mise à jour du calcul en phase chantier, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué.
Ma conclusion, c'est attention, la RE 2020 est très savante, mais ce n'est pas un outil de conception, ça peut même faire faire des grosses bêtises. Elle ne doit en aucun cas remplacer, se substituer aux outils, habituels, STD, Heliodon, ALJ et compagnie et puis bien sûr, à l'esprit, humain et à toute son intelligence. C'est vrai en énergie, mais c'est vrai en carbone, parce qu'en carbone, on est sur une durée de vie d'un bâtiment de 50 ans. Or, le bâtiment peut avoir une durée de vie plus longue. Sur les matériaux, dans les FDES, on est sur des distances moyennes. Donc, parfois, on a des FDES d'un produit qui est fabriqué à 10 kilomètres de notre chantier, qui sont plus mauvaises qu'un produit qui va être fabriqué à 1000 kilomètres. Donc, c'est complètement aberrant. Mais voilà, c'est une distance moyennée. La règle est là, mais après, à chacun de pouvoir prendre du recul aussi des conventions sur les scénarios de fin de vie, sur les durées de renouvellement des matériaux. Donc, tout ça, il faut aller voir au-delà en fait de ces fiches. Alors, les pouvoirs publics, conscients que ce sujet de la RE 2020 est quand même assez complexe, ont mis en place toute une batterie d'outils d'accompagnement autour de cette RE 2020, notamment un guide qui a été rédigé par le CEREMA, qui est vraiment très bien fait, qui est gratuit. Et notamment, l'ADEME a missionné l'AICF pour établir un nombre conséquent d'outils d'accompagnement, que sont notamment la mallette pédagogique AICVF que vous pouvez télécharger sans problème sur le site de l'AICVF. Un document que je vais vous présenter qui est un DPGF type qui peut être utilisé sur les projets. Justement, il y a aussi un guide qui est à venir à l'attention des bureaux d'études sur les erreurs les plus fréquentes qui doit être réalisé. Et puis d'autres voilà, outils que j'ai oubliés. Après, vous avez les autres, il y a eu des webinaires, il y a eu des fiches de descriptif, de décryptage qui ont été faites par le CEREMA, des cahiers techniques qui sont parus dans la presse professionnelle. Et il va y avoir là un guide d'accompagnement également pour les maisons individuelles. Donc ça, c'était un outil qui a été donc fait par l'AICVF que je vous incite vraiment à télécharger et à utiliser sur vos projets, puisqu'en fait, ce sont des DPGF types qui ont été élaborés par typologie de bâtiment, maison, immeuble collectif, il y a bureau et enseignement qui vont, me semble-t-il, je ne sais plus Alain, si on les a mis en ligne ou pas encore, peut-être pas encore. Et donc, c'est lot par lot qui vont indiquer les différents éléments les plus fréquents. Donc ça a été un énorme travail de compilation de DPGF de différents projets et qui vont également indiquer la description du résultat finalement de l'élément qui est attendu, qui permettra de faciliter la réalisation des études ACV par la suite. Et ça permet aussi d'avoir un certain état d'exhaustivité, en tout cas des matériaux sur le projet. Et puis pour conclure, c'était sur le fait que, n'oubliez pas, il existe 2 qualifications d'ingénierie au PQDI. Elles ne sont pas obligatoires dans le cadre de la RE 2020, mais elles vont l'être dans le cadre de l'ABEL. Donc il vaut mieux s'y préparer dès maintenant, puisqu'il y a les qualifications d'études thermiques réglementaires, 1331 pour la maison, 1332 pour le logement collectif et tertiaire. Alors, ça reste les mêmes qui étaient valables en RT 2012, elles restent valables pour la RE 2020 parce qu'on considère qu'un bureau d'études qui sait faire une étude RT 2012, il n'y a pas de problème pour faire une étude RE 2020 énergétique. Néanmoins, les nouveaux postulants pourront prouver leurs compétences via une formation dédiée à la RE 2020. Alors, côté énergie pour les études thermiques. Et après, il y a la qualification pour les études ACV, donc référentiel le plus c'est moins, mais qui évolue, où des études RE 2020 sont tout à fait acceptées pour la qualification 1333. Voilà, et donc cette qualification, elle est valable 4 ans et elle fait l'objet d'un contrôle très rigoureux, d'études qui sont fournies.
Et après, effectivement, si jamais, pour des structures qui débutent, il y a la possibilité d'obtenir une qualification probatoire. Donc, voilà, merci de votre attention. Moi, j'ai terminé. Alors Philippe, Oui, alors, des, merci est-ce beaucoup qu'il y a déjà des Nathalie questions? merci beaucoup Nathalie déjà pour cette préparation et cette présentation que tu nous as transmise. Oui, donc on va prendre les quelques questions en fait qui ont été. Alors il y avait Justine qui demandait une précision sur le calcul de la CHAB en disant bah voilà aujourd'hui la RE 2020 prend en compte en fait les surfaces de parties, prend en compte en fait l'éclairage, etc. Du coup, est-ce que dans la CHAB on doit intégrer ces surfaces parties communes? Ah non, non, pas du tout. Non, 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 on reste sur la CHAB, surface habitable. On n'intègre surtout pas, toutes les surfaces des parties communes et des parkings. Une autre précision concernant en fait la notion de durée de vie et renouvellement des matériaux et des matériels. Est-ce que c'est bien pris en compte dans le cadre des fiches FDS Ah bah, bien sûr. Alors ce sont des valeurs, déclaratives, hein, enfin forfaitaires, mais oui, oui, c'est bien pris en compte. Quand tu nous as montré quelque part l'approche avec les solutions en bois qui étaient valorisées, Marion se posait la question sur tout l'aspect doctrine pompier dans ces simulations de bois. Globalement, c'est en conformant de toutes les structures en plaques de plâtre, etc. Là, bien Oui, sûr, ça rajoute et ça pénalise aussi cette solution. mais tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, notre lot, on a des lots, cloisonnement et façade qui augmentent quand on est en ossature bois, parce que ça a été pris en compte. De la même manière, dans le moteur de calcul, en fait, lorsque un, une solution a un indicateur, enfin, a une consommation carbone négative, comme tu l'as montré sur des produits biosourcés, est-ce que cela est réellement déduit de la valeur ou est-ce que c'est une valeur zéro? En deux mots, est-ce qu'on a un bonus à utiliser des produits biosourcés négatifs euh, ou est-ce que dans le moteur de calcul, c'est pris à valeur zéro? Ah ben enfin, c'est pris en valeur négative. D'accord. L'ACV dynamique, en fait, il vient en déduction de l'ensemble des lots. C'est pour ça que je montrais tout à l'heure, dans le IC construction de la solution, MOB plus CLT où, la petite croix rouge, elle était abaissée, de la valeur, négative. Alexis, en fait, posait une question sur, dans le cadre de marché public, est-ce que justement la notion de produit équivalent est aujourd'hui vol en éclats du fait justement de l'imposition de la solution FDES ou PEP euh, pers- personnalisée de l'industriel? Ah bah, ça fait des années, hein, que j'avais, fait remonter ce point, au ministère, notamment dans le cadre du label E+, C-. En fait, là, il y a 2 solutions. Donc c'est soit on utilise, des FDES collectives. La FDES collective, permet justement de contrer le sujet du marché public puisqu'elle laisse quand même un un choix assez conséquent. Le problème, c'est qu'il y a des industriels, comme notamment ceux de l'enveloppe, qui ont supprimé toutes leurs FDES collectifs parce qu'ils avaient fait le job de leur FDES individuel. Donc maintenant, on est bien embêtés. Donc c'était pas spécialement judicieux. Et donc là, il y a cette première possibilité quand il y a des collectifs d'utiliser collective. Et sinon, eh ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on complète les CCTP avec les données carbone. Donc, on va effectivement, indiquer, les données techniques, les données limites, liées au carbone. Mais là, c'est un petit peu exhaustif parce que, on va pas indiquer les 1 000 valeurs, de la fiche INES, quoi, donc, de la PEP ou de la FDES. Donc dans ce cas-là, on focalise uniquement sur, quelques critères, par exemple la isolance et la résistance thermique, la résistance, les caractéristiques acoustiques et puis, l'impact carbone. Une dernière question, Vincent se pose la question justement sur une PAC double service individuel versus la PAC double service collective. Est-ce qu'il y a réellement un impact sur ces constructions? Entre eux, pardon, la dou PAC double service individuel par rapport à une PAC double service collective.
Faut faire le calcul. Faut prendre la fiche. Là, honnêtement, on a fait que enfin, de la double service, en plus individuel, on est sur du collectif, hein, donc on n'a pas l'embarras du choix non plus en produit sur de la double service individuel, hein, parce qu'il faut quand même les caser, les unités extérieures. Et un dernier coup de gueule de Samir qui évoque: on peut utiliser donc une fiche réglementaire de bois provenant d'Autriche ayant parcouru toute la planète. Est-il prévu de corriger ce point avec une donnée sur la localité des produits? Ah bah, c'est normalement les transports sont inclus dans la fiche et c'est pour ça que, ce que je vous disais, c'était que, il faut prendre du recul par rapport à ce calcul et justement, c'est les résultats RE 2020 ne sont pas, ne doivent pas être considérés comme une valeur absolue et c'est pour ça que je vous disais que c'est pas un outil de conception et que vous pouvez avoir, des matériaux, locaux, qui peuvent être, je sais pas moi, de la brique, du bloc béton, du béton de chanvre, de la terre crue qui est fabriquée à proximité qui finalement ont des FDES moins favorables que du CLT qui vient d'Autriche et que là, c'est notre job en tant que maître d'œuvre de convaincre, nos maîtres d'ouvrage de choisir la bonne solution et de promouvoir, une économie, d'échelle locale. Donc, en fin de compte, pour conclure, justement, ça c'est une bonne transition. Quelque part, en fait, pour résumer un petit peu ce que tu nous as enseigné là durant cette heure, c'est que quelque part, en fait, la RE 2020 aujourd'hui met fin quelque part au copier-coller, remet un peu d'intelligence dans l'ingénierie et du pragmatisme en disant, voilà, les produits de proximité quelque part sont des produits avec du bon sens au niveau constructif. Concernant les PEP et les F2S, en effet, le message que tu as passé, c'est de dire aux industriels, innovez, restez pas sur votre précaré en disant on a les meilleurs produits, et non, vous allez avoir en fait aujourd'hui de la concurrence, notamment sur cette approche bas carbone qui sera nécessaire en fait de travailler, et bien sûr aussi, il est nécessaire pour un industriel d'aller vers des PEP individualisés, personnalisés, puisque ça valorisera aussi vos produits. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour en fait de ce retour d'expérience sur les bâtiments collectifs. Moi, je vous donne rendez-vous le 8 mars prochain, puisque la ICVF, en co-organisation aussi avec la T2E et l'Agence parisienne du climat, nous organisons une conférence, là en présentiel, qui se fera dans le 8e arrondissement de Paris. Vous trouverez toutes les informations sur le site ICVF Île-de-France. Le thème, c'est en route vers vers de nouvelles pratiques de construction bas carbone. Donc, c'est la suite de ce module RE 2020, mais construire bas carbone, on aura un focus particulier sur cela. Écoutez, n'hésitez pas, pour ceux qui ont encore envie, vous retrouvez en fait cet enregistrement sur le site internet. Pour ceux qui sont adhérents, vous retrouverez l'enregistrement plus les supports associés également sur votre espace client. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci encore Nathalie pour cette présentation. Bonne journée à tous et à très vite sur la ICVF Île-de-France. À bientôt. Bonne journée, au revoir.